Alors, écoutez, merci à toutes et à tous pour vous être joints aujourd'hui à ce second webinaire de l'Association pour la recherche qualitative. Alors, mon nom est Jonathan Paquette, je suis doyen de la recherche et de la création à l'Université du Québec en Outaouais et je suis aujourd'hui votre hôte au nom de l'Association de la recherche qualitative, là où je suis également membre du conseil d'administration. Je vous présente, et pour moi, c'est un honneur de vous présenter une collègue, une ancienne collègue, Gabriela Sanchez, une experte du domaine du patrimoine, experte du domaine des études hispaniques, des langues, une personne donc qui travaille, qui est à l'Université d'Ottawa, à la Faculté des arts et qui se spécialise dans l'étude de la culture et du patrimoine. Et il a une très grande expérience à la fois académique, mais aussi pratique, et va aujourd'hui nous présenter un excellent outil pour l'analyse et la visualisation des données qualitatives. Et donc, aujourd'hui, on est dans un croisement très intéressant entre les recherches qualitatives et les humanités numériques. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre invité qui va faire son séminaire et puis ensuite, on reviendra et puis on fera une séance de discussion à la fin de son exposé. Merci beaucoup. À toi la parole, Gabriela. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tout le monde. Je vois comme quantité de gens, ça m'inquiète beaucoup. J'espère vous donner de belles références pour essayer des choses à nouveau. Et moi, comme Jonathan a bien dit, j'ai travaillé à l'Université d'Ottawa comme prof en langue. Mais bien sûr en espagnol, c'est ça mon accent, qui vient de l'Argentine avec moi. Et c'est ça, et je travaille aussi comme restauratrice historique. Presque toujours pour le gouvernement du Canada dans des projets d'édifices patrimoniaux et aussi dans ma recherche, je travaille beaucoup avec des outils pour, surtout pour avoir la visualisation de mes données et toute la recherche que je fais. Et, je vais partager avec vous l'écran pour la présentation. OK. OK. Est-ce que tout ça va bien avec l'image? Est-ce que tout le monde peut le voir? Si vous pouvez me dire oui dans le chat, ça va y aller super bien. Et sinon, vous pouvez me le dire de façon écrite. OK. Oui, OK. Merci, Jonathan. La première chose pour raconter un petit peu pourquoi la recherche, pourquoi j'ai commencé à être un peu passionnée du patrimoine, mais aussi de toute la recherche à niveau des les patrimoines comme construction sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à toucher les côtés de recherche à moi parce que grande partie des choses sont faites pour vraiment avoir la qualité d'information quand je travaille dans les espaces patrimoniaux, mais aussi parce que j'adore la culture, j'adore comprendre plus le processus culturel. C'est pour ça que tout ça vient à se coller dans mon expertise. Mais pour l'agenda, j'ai fait comme une sorte de deux grandes parties. La première partie, ça va être un peu pour raconter c'est quoi pour moi les couches des sang. C'est-à-dire, c'est quelle la façon de travailler avec la recherche. Et moi, je travaille toujours ou presque toujours avec des objets concrets, des biens qui deviennent patrimoniaux, des biens
des fois, c'est des édifices, des fois, c'est des environnements divers comme espaces. Et aussi, l'autre chose, c'est que ça m'intéresse beaucoup comprendre la documentation qu'on peut avoir pour savoir l'histoire, pour reconnaître l'histoire, pour refaire l'histoire des objets qui deviennent patrimoniaux. C'est pour ça que pour tout ça, on doit en première localiser les biens, sélectionner, inventorier, analyser, évaluer tous les processus, faire l'évaluation et après l'habitude, c'est bien devient relocalisé. C'est pour ça qu'on parle d'un processus de changement, de transformation. Et pour tout ce processus, on doit avoir toujours de l'information. Et l'information, c'est la documentation. Des fois, c'est aussi faire toutes sortes de recherches pour savoir c'est quel l'état de cette bien et de quelle façon je peux raconter l'histoire. Non? Parce que c'est surtout ça qu'on fait quand on devient un peu intéressé dans la patrimonialisation. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir de comprendre que c'est des choses qui vont se coller de certaines façons, faire comme une sorte de couche d'information qui deviennent finalement l'histoire ou la recherche de ce processus, devient aussi la façon de montrer comment cette bien a été placé dans l'histoire. Pour cela, on utilise presque toujours des stratégies un peu diverses. On utilise des analyses d'études qualitatives, mais aussi des fois aussi quantitatives, mais surtout les choses que c'est les plus importantes pour nous, c'est quelle sorte d'études on va faire. Est-ce qu'on va faire une étude descriptive dans laquelle on va voir tous les détails ou on va faire des études interprétatives, c'est-à-dire si on va réinterpréter cette chose qu'on est en train d'analyser. Et c'est pour ça que pour nous et pour moi spécialement, c'est pas assez divisé cette idée d'analyse parce que dans les études descriptives, on peut avoir comme quantité d'informations qui finalement va devenir interprétative parce que finalement, on va faire notre propre interprétation de ces études. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des couches de sens. C'est-à-dire que toujours, on doit penser que quand on fait de la recherche, c'est pas seulement un seul outil qu'on va utiliser et c'est pas seulement la unique direction de notre recherche. C'est pour ça que quand on parle de quelle façon on va récolter cette information et de quelle façon dans la recherche qualitative on utilise cette information, on parle que dans les études descriptives, on utilise surtout, ou ça va être centré sur la description des données, c'est-à-dire savoir qu'on a quantité de matériaux, des fois c'est documentation, des fois c'est des images, c'est-à-dire des photos, des vidéos, différents médias qu'on utilise pour faire la recherche. Et la première chose, c'est de récolter tout ça sans faire aucune interprétation, c'est-à-dire les prendre comme ils sont. Et dans cela aussi, on utilise beaucoup l'idée de biographie, c'est-à-dire que des fois, on va chercher un peu l'histoire de la personne, du personnage, de la société, de l'époque ou même de l'épistème dans lequel ce personnage a été. Et
après ça, on travaille plus de façon interprétative, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire comme à voir les phénomènes autour, les contextes. C'est-à-dire qu'on va passer de certaines façons à notre état de notre recherche, mais toujours pour moi, ça va être centré dans l'analyse des discours, c'est-à-dire les choses qu'on voit dans les textes, dans les images, c'est toujours les discours. Ça peut être politique, social, des fois artistique, des fois même lié à la loi de patrimoine. Il y a beaucoup de façons de voir et d'analyser cette information. C'est pour ça que j'ai essayé de vous représenter que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois et on les laisse. Non, toujours on est en train de faire, de revoir non, chacune des étapes pour les faire encore plus riches l'analyse et encore plus intéressante à niveau de l'information qu'on est en train d'avoir, mais aussi l'information qu'on est en train de préparer pour la diffusion. Quand j'utilise un peu cette idée de discours patrimonial, mais aussi ça n'importe quelle recherche à niveau culturel, on le sait, la culture, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire comme, pour le définir comme tel. C'est pour ça qu'on doit penser de quelle façon on va faire l'analyse des textes. Quand je parle de textes, ce n'est pas seulement des mots. Des fois, ça peut être un texte visuel, comme je l'ai fait pour mon analyse de façon, on dirait, critique. Mais de façon générale, Rockwell nous dit que l'objectif d'analyse de texte est d'extraire l'information sur les données de façon sémantique et de façon grammaticale. C'est-à-dire, on va voir les mots, mais aussi on va voir c'est quelle est la signification de ces mots, les mots à l'intérieur des contextes dans lesquels on est en train de travailler. Et en même temps, tout ça, ça nous donne deux possibilités. La lecture vraiment rapprochée, c'est-à-dire que c'est quelque chose que ça peut nous donner vraiment de l'information et aussi une autre possibilité dans l'actualité quand on utilise des outils informatiques, s'appelle lecture à distance, c'est-à-dire se concentrer sur un grand nombre de mots, des textes. Et l'habitude, on l'utilise surtout quand on fait des analyses des médias sociaux comme Twitter ou comme n'importe quel média que ça va nous donner on dirait grande quantité de données et c'est presque impossible à niveau humain de le faire. C'est pour ça qu'on utilise des outils pour faire cette sorte d'analyse et je vais vous montrer après, et je vais vous raconter ce qu'est les outils qu'on peut utiliser aussi. Finalement, pour la lecture à distance, ça va être, on dirait que c'est plus massif, dans le sens que c'est pas on ne rentre pas vraiment en détail, non? Mais après, je vais raconter comment on peut faire les deux choses ensemble quand on travaille avec des données plus petites. Mais finalement, ça s'appelle on dirait un langage technique, c'est la compréhension sémantique. Et vous pouvez voir dans l'actualité, on parle beaucoup des données à niveau sémantique parce que c'est ça, c'est un outil qui fait la recherche en quantité et prend des fois c'est des mots
des fois c'est d'expression, des fois c'est seulement des sentiments. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire des analyses de Twitter. Et dans cela, on peut trouver beaucoup d'informations à niveau massif. Mais par contre, moi, je travaille plus avec la lecture rapprochée, que c'est des petites quantités de textes, c'est-à-dire des documentations plus précises à ma recherche. Aussi, c'est un travail qu'on peut le faire chez nous de façon plus facile. Je vais vous montrer de quelle façon on fait l'analyse. Pardon. Et en même temps, on dit que c'est un peu plus subjectif. Pourquoi? Parce que bien sûr que quand l'être humain est en train de faire des analyses, ça va placer dans, des fois dans des situations dans lesquelles on ne voit pas seulement les mots, on voit les mots en contexte. Et ça change beaucoup, beaucoup l'interprétation aussi. Et la compréhension de la langue, ça va être encore plus en profondeur, c'est sûr, parce qu'on va y aller chercher les mots. Et ces mots, c'est quoi qu'elle représente pour nous dans la recherche? C'est ça les analyses de texte. OK. Mais deuxième partie, la visualisation. Moi, je me considère un peu un humaniste digital. Pourquoi? Parce que je viens de les humanités, non? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, j'ai fait mon bac en communication sociale. Après mon maîtrise en art, et dans ce moment, je travaille, j'ai fait mon doctorat que je dois entre parenthèses, je dois finir tout de suite, et dans lesquels, et aussi, je travaille comme prof à l'université et je travaille avec tout cet outil, mais en même temps, pas seulement comme dans la recherche, sinon que je fais aussi des formations sur on dirait cette intersection entre les humanités et les côtés digital. Mais selon un de les recherches que j'ai, je pense que est plus clair au niveau de cette situation de la humanité de façon générale ou de l'humaniste de façon générale, c'est de savoir que la consolidation qui s'est faite dans les années 1990, étant que la web, on dirait, comme espace public, et la diffusion, c'est-à-dire que presque tout le monde à l'accès à cette façon de travailler avec l'information. Et ça, c'est quelque chose qui nous a positionné, qui nous a placé dans la recherche des stratégies pour pas laisser de côté la recherche, parce que c'est la base de tout ça. Mais en même temps, apprendre à utiliser des outils que des fois, ce n'est pas exactement de la recherche à niveau des sciences sociales ou de l'humanité. C'est plus de la façon de travailler des techniciens, non? Mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de penser c'est quelle la fonction de l'informatique, c'est quelle la fonction de les côtés techniques dans ce nouveau, on dirait, environnement pour la recherche. On sait que l'utilisation normalement de technologies, tout le monde pense ah, OK, je dois apprendre à faire des codages, je dois apprendre à travailler avec quantité de nouvelles choses, de nouvelles informations, de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Mais par contre, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas que pour nous, qu'on est plus dans la recherche,
des humanités, on doit y aller à apprendre à faire, à faire Java ou à faire des codages. Dans ce moment, on a la possibilité d'apprendre à utiliser des outils. Et ça va nous aider à travailler avec de l'informatique, à travailler avec la programmation, mais pas à programmer. Ça, c'est deux choses vraiment intéressantes à savoir parce que ça nous fait avoir comme plus de tranquillité dans le sens que ce n'est pas tout qu'on doit apprendre à nouveau. Et c'est dans ce domaine que l'informatique et les sciences humaines, ça a été fusionné. Les deux fusionnés dans ces profils dans lesquels on peut avoir comme la possibilité en même temps de travailler dans la recherche, d'avoir des façons de montrer ou de donner la visualisation de notre recherche. Mais pour commencer ma recherche, c'est important aussi de vous dire que je me place dans un concept de patrimoine culturel, surtout comme construction sociale. C'est quelque chose de vraiment intéressant et important à savoir parce que avant, on dirait que le patrimoine a été comme plus lié à les spécialistes, non? Les historiens, les gens qui avaient l'expertise dans la recherche, des fois les archivistes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça exactement qui passe avec les patrimoines. Si vous avez conscience, on peut voir dans les journaux des fois des mobilisations de la communauté pour sauver quelques espaces. Non? Et ça, c'est un peu le patrimoine, c'est la conception moderne, c'est-à-dire que le patrimoine, pour moi, c'est vraiment la relation entre l'objet et le sujet. C'est-à-dire que cet objectif est subjectif en même temps. Et de cette façon, la construction s'est fait rapidement, de façon dynamique, mais en même temps, on va chercher les choses du passé, bien sûr, comme avant. On va se nourrir aussi des spécialistes, mais on va penser surtout à préparer la vision du futur de cette patrimoine. Et surtout, vous pouvez savoir que dans l'actualité, on parle de patrimoine matériel, naturel et immatériel. Et tout ça devient à conformer notre champ de recherche. C'est pour ça que pour moi, la patrimonialisation, que c'est le processus que les biens fait du patrimoine, c'est vraiment la pratique sociale et c'est cela que fait comme, qui donne des couches à cette bien pour les faire ou pour revenir de son état de bien à bien patrimonial. Comme ça, dans cette couche, comme je dis, on peut voir aussi que les patrimoines deviennent comme vraiment polysémiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de façons de l'interpréter et presque toujours va être resémantisé ou sémantisé constamment parce que chacune de nous ou chacune des parties de la société va donner son interprétation personnelle qui va jouer pour faire la construction vraiment de cette bien patrimonial. Ça, c'est important à le savoir parce que c'est dans cette sorte de palimpseste de couches d'information que je travaille dans la recherche. Mais les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un spécial en analyse des peintures murales, s'appelle Ejercicio Plástico. C'est un œuvre d'art vraiment difficile à décrire parce que ce n'est pas les murales typiques, ce n'est pas les murs seulement, c'est tout un salon complet
qui a été fait et créé avec une équipe d'artistes en 1933 et on va voir c'est quel est le processus qu'a vécu cette peinture murale des transformations d'un espace privé passé à un espace muséal communautaire. Mais ça, c'est pour dire que pour faire cette analyse, pour travailler avec la recherche qualitative, on doit aussi utiliser des autres méthodes comme l'analyse visuelle critique. C'est-à-dire que on va voir l'objet, on va voir les textes, on va voir la documentation, on va voir les images, mais on va tout le temps les questionner, les demander plus d'informations de cela que c'est seulement les côtés visuels. C'est-à-dire, on va chercher aussi l'information à niveau social. C'est quelle époque dans laquelle a été fait. C'est quelle la façon de penser des artistes. Ça a été dans quelle place de façon physique. C'est quelle la texture, c'est quelle la couleur, etc. C'est tous des niveaux d'information qu'on va tenir en compte quand on fait l'analyse et quand on prépare la recherche. Pour mon travail de thèse doctorale, j'utilise une sorte de composition que je vais essayer de vous raconter, comme je l'ai fait pour mon directeur la première fois qu'il m'a regardé comme « Wow, Gabriela, c'est quoi ça? » OK, mais pour l'analyse qu'on fait de façon normale, traditionnelle, on dirait, on utilise des méthodologies. Oui, la méthodologie, dans mon cas, c'est l'analyse visuelle critique. Et je m'excuse que c'est en espagnol, mais je l'ai pris, je l'ai placé et après je me donnais compte. C'est pour ça que c'est en espagnol parce que mon thèse doctorale, c'est en espagnol. Mais c'est ça, dans la méthodologie, on a la méthodologie d'analyse visuelle critique qui va me donner la possibilité de parler des deux partie de mon analyse. La première partie, ça va être l'ubication de l'œuvre. La deuxième partie, c'est toute la transformation à niveau patrimonial. Et c'est là que la visualisation, ça va être fait en humanité digitale et c'est là que rentre Omeka. Et pour vous raconter un peu le processus d'un bien patrimonial, c'est la sélection de biens, la loi, tous les différents niveaux institutionnels. Après, l'habitude, c'est la restauration ou conservation des biens. D'une autre façon, on travaille avec tous ces gens que fait la construction des nouveaux biens et les places dans l'habitude dans des musées. OK. On rentre finalement à Omeka. Qu'est-ce que c'est Omeka? Omeka est vraiment un logiciel. La première chose, c'est que c'est un logiciel. C'est open source, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des problèmes à niveau des outils comme tels, mais on va parler de open source et qu'est-ce qui arrive avec les droits d'auteur. Ça, c'est quelque chose qu'on va parler aussi. Mais surtout, je l'utilise et presque tout le monde l'utilise pour la valorisation de la visualisation et aussi pour faire des processus plus on dirait plus longs, plus compliqués, comme des collections, des documents, des artefacts. Omeka est vraiment super utilisé pour les institutions muséales pour avoir d'inventaire, des catalogues et tout ça. Qu'est-ce que permettre? C'est les choses la plus facile, c'est de comprendre que quand on utilise Omeka, on est en train de construire en même temps un site web, mais sans être vraiment un technicien, on peut placer notre recherche
pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qu'on a fait comme produit final des fois, ou montrer des processus de recherche. La première chose qu'on doit faire, c'est télécharger le logiciel et l'installer dans un ordi. Il y a des choses techniques à savoir parce que c'est pas toutes les... mais pour le dire de façon rapide, il y a des choses qu'on doit avoir dans notre ordi pour faire la contention de cette sorte de logiciels. Mais je ne rentrerai pas dans les côtés techniques parce que l'idée, c'est vous montrer l'utilisation, mais je vous suggère vraiment de rentrer à le site web de Omeka et regarder un peu les manuels d'utilisation. Ce n'est pas super compliqué, mais c'est facile à apprendre les choses de base. OK, une fois qu'on l'a déjà installé, les choses que ça va nous donner, c'est un profil pour qu'on commence à chercher à faire un peu préparer la visualisation des données qu'on a déjà préparées avant. C'est-à-dire que pour avoir et pour utiliser Omeka, on doit avoir des recherches déjà faites de façon traditionnelle. On doit avoir aussi une quantité de documents, de choses que c'est tout ça qu'on aimerait montrer ou faire la diffusion. Normalement, les choses qui sont associées au Omeka, c'est des textes, des images, les sons, des vidéos. On peut avoir bien sûr des photos de toutes sortes de qualités. Et aussi, les autres choses que ça nous aide, c'est à mélanger cette média dans la présentation qu'on peut faire. Mais je vais raconter après et je vais vous montrer aussi. OK. Mais ça, je vous laisse. Ça, c'est le site web de Omeka. J'utilise Omeka classique, mais il y a un autre sorte d'Omeka nouveau. OK. C'est qu'est la web comme support visuel? Mais comme je vous dis, Omeka, c'est un outil, un logiciel qui va nous permettre de gérer en même temps notre site web. C'est-à-dire que pour moi, la première chose, c'est de comprendre c'est quoi Omeka. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pour chercher plus des outils à niveau de visualisation. Et dans ce parcours pour chercher les outils, j'ai trouvé à l'Université d'Ottawa des cours de Digital Humanities. Et dans la humanité numérique à l'Université d'Ottawa, on a des gens vraiment, vraiment génial qui peuvent nous aider à comprendre que ce n'est pas nous qu'on va faire les côtés techniques 100%. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître quelque chose, mais ce n'est pas nécessaire d'être un technicien pour le faire. Et c'est dans ces places que j'ai connu Roxane Lafleur, qui c'est mon technicienne à charge et que j'adore parce que c'est la personne qui m'a commencé à montrer les avantages de Omeka, mais surtout qui m'a encouragé tout le temps parce que vous pouvez savoir que apprendre de nouvelles outils, des fois, c'est pas super facile. Non, c'est pas magique, mais par contre, c'est pas impossible non plus. C'est pour ça que chacune des universités l'habitude a des gens à la bibliothèque ou dans quelques systèmes de IT dans lesquels peut nous aider, mais dans mon cas, j'ai commencé pour présenter mon projet à l'université. À l'Université d'Ottawa, on a la possibilité de
était accepté dans ce système pour apprendre plus sur Omeka, et en même temps, on a la possibilité d'avoir notre site web à l'intérieur du système de l'université. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Mais sinon, je vais vous raconter qu'est-ce que vous pouvez faire s'il n'y avait pas d'institution qui peut faire la place pour les sites web. OK, une fois que j'étais avec mon idée de qu'est-ce que je fais, c'est commencer à comprendre ce qu'est la logique d'Omeka. Et pour cela, c'est important aussi d'avoir déjà préparé toutes les choses vraiment claires. Qu'est-ce qu'on aimerait montrer? Ça, c'est la vraie question. Et à partir de ça, on va trouver l'utile pour que la recherche devienne vraiment visuelle, et on peut faire la diffusion de cette façon si on utilise des bons outils, mais aussi si on utilise vraiment les outils qui sont liés à les choses qu'on aimerait voir. Okay? Ça, c'est important parce que c'est un processus avant de commencer à toucher Omeka. Mise en route. On commence le processus comme je l'ai dit, il serait un peu contre-productif de décrire toute l'installation parce que l'installation, c'est plus technique, mais ce n'est pas compliqué non plus. Mais les choses importantes, c'est d'avoir l'idée qu'une fois qu'on fait l'installation dans l'ordi, les choses qu'on va à faire, c'est aussi descendre les plugins, c'est-à-dire tous les accessoires qui vont nous donner la possibilité d'après rentrer l'information. Moi, je vous suggère des choses qui sont à la base, c'est-à-dire le minimum, c'est avoir un doc viewer qui nous donne, c'est un plugin qu'on utilise, qu'on peut le descendre de Omeka et qui va nous donner la possibilité d'utiliser des formats comme PDF, PowerPoint ou fichiers d'images, etc. Et une autre chose que ça va être intéressant, c'est avoir un simple page, que c'est pas si super simple parce que les mots c'est simple page, mais on doit travailler un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on va voir que ça nous aide beaucoup à faire l'exhibition, qu'on va voir aussi qu'est-ce que c'est l'exhibition. Apprendre ou connaître encore plus d'Excel, c'est l'outil le plus important si vous aimeriez monter beaucoup d'informations en même temps. C'est-à-dire que Excel, ça va être une autre chose à avoir, et aussi l'Exhibit Builder, que c'est un espace pour faire l'exhibition. Tout ça, c'est des plugins qu'on rentre à le site Omeka et on peut les descendre dans notre logiciel une fois qu'il a été déjà installé dans l'ordi. Dernière recommandation, si vous pensez que la recherche pour vous, ça va être lié à beaucoup de données, la façon plus facile, c'est de travailler avec un Excel, et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour certaines graphiques que vous pouvez voir après. Mais c'est ça, c'est de savoir qu'à Omeka, on peut monter quantité d'informations tout en même temps. OK? Et ça, c'est une autre chose qu'on doit apprendre à préparer, mais c'est un processus plus long dans l'Excel, mais ça aide beaucoup après quand on monte sur Omeka, on va voir comme quantité d'informations en même temps déjà prêt. Et pour ça, c'est important d'apprendre à utiliser bien Excel. Excel, presque tout le monde peut connaître Excel pour faire toutes sortes on dirait pour garder l'information de façon claire en
différentes colonnes, mais moi, j'utilise un peu la même façon de travailler qu'Omeka, c'est-à-dire j'utilise un titre, la description de ce quoi que je suis en train de cataloguer, la date, et dans ce cas, je vous montre des données pour la recherche à niveau du journal. Et c'est pour ça que vous pouvez voir le journal, le nom de le journal, les websites, c'est-à-dire l'information dans lesquelles j'ai trouvé cet article ou cette nouvelle ou ça n'importe quoi que je suis en train de cataloguer. J'ai un autre colonne pour l'image. S'il y a des images que je peux ajouter à cette information, je vais les avoir. Dans mon cas, j'utilise aussi la référence des pays. Et dans les dernières colonnes, on peut voir ici que dit link PDF parce que moi, j'utilise un système dans lequel je garde le PDF dès le journal et c'est pour ça que avec les liens, je peux les retrouver facilement, les PDF, pour plus d'informations. Et aussi, dans mon cas, j'utilise l'auteur. Et ben, ça, c'est quelques modèles, mais ce n'est pas les seuls modèles. Chacun va préparer son modèle d'Excel selon les choses qu'on aimerait montrer en Omeka. Et aussi, une autre chose, je vais vous montrer, quand j'ai commencé à travailler avec Omeka, l'idée, c'est de commencer avec un Excel, mais ça a été super compliqué pour moi parce que je n'avais pas encore toutes les panorames, la photo panoramique de ma recherche. C'est pour ça que j'ai commencé morceau à morceau. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, que c'est une autre façon de le faire. OK? OK. Je vais vous montrer un peu dans des captures d'écran de quoi on parle et après on va les voir en action. OK? La première chose pour Omeka, c'est qu'on va voir un espace pour travailler dans lequel on voit qu'on a des différentes, on dirait, parties de le menu qui va nous donner la possibilité de rentrer à différentes parties de Omeka. Okay? Dans cela, on a comme un sorte de bureau général dans lequel on a l'information, on a des items. Les items, c'est vraiment les objets qu'on est en train de cataloguer. Okay? Et ça, c'est quelque chose des fois un peu difficile parce que dans la recherche, des fois, on utilise, en supposant des photos. La photo de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, OK? Mais quand on doit faire la préparation de l'item, on doit penser qu'est-ce que c'est important pour nous de cataloguer la photo ou les personnages à l'intérieur de la photo. Ça, c'est des décisions toujours à prendre quand on pense à préparer les items. Pourquoi? Parce que, comme dit Roxane, toujours me dit, on ne peut pas mélanger les poires et les bananes, non? C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on aimerait voir pour penser de quelle façon on va remplir l'item. Okay? Mais vous pouvez voir que ici, on a item, on a collection, item type, que c'est un item en spécial, tag, qui sont des étiquettes, simple page, que comme je dis, ne sont pas super simples, mais sont vraiment utiles. La façon de rentrer notre Excel, un autre plugin que j'ai dans mon système, mais que ce n'est pas super nécessaire, qui s'appelle Neatline. Je vais montrer pourquoi j'utilise Neatline. Et les maps, aussi les exhibits. Et finalement, on a les systèmes pour importer les sites web de Omeka dans un autre site web quand on doit les bouger. Okay? Mais c'est-à-dire qu'on commence avec l'item. Ça, c'est les choses importantes.
Dans l'item, quand on fait clic sur les items, ça va sortir cette sorte de menu dans lequel on a double core, que c'est, on dirait, les langages de Omeka. OK? Dans cela, c'est le même qu'on utilise pour rentrer l'Excel, mais je vais vous montrer après comment on prépare un item de façon individuelle. Dans cet item, on va avoir les titres, que c'est nous qu'on va les remplir. Oui, les noms, ça peut être les noms des les personnages, ça peut être les noms de l'événement qu'on est en train de cataloguer. Pour les sujets, on va travailler selon notre façon de recherche. C'est-à-dire que si le sujet qu'on est en train de décrire, c'est l'intérieur de, je ne sais pas, d'un article de journal, les sujets, ça va être vraiment précisé pour nous. Toujours, c'est l'information que c'est nous qu'on va préparer. La description, la façon la plus pratique, c'est de faire la synthèse de ce qu'on est en train de montrer. Et aussi, on a des différents champs comme créateur, comme aussi la date, et toutes des champs qu'on peut utiliser ou non. Si on remplit l'espace blanc, on les remplit, on va les avoir. Si nous n'avons pas rempli rien dans cette partie, on ne les voit pas. Et même si on ne l'utilise pas, on sait qu'on n'utilise pas de certaines parties de ce menu, on peut l'enlever aussi. Mais l'habitude, on a le titre, sujet, description, la source et la date. Ça, c'est l'habitude. C'est quel est... OK, on a parlé des items comme, de façon générale, c'est-à-dire que c'est comme avoir la bibliothèque et nommer chacun des livres. OK? Et ça va être la façon la plus facile de préparer l'information. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est être encore plus exhaustif dans l'information et rentrer dans différents type d'items. C'est-à-dire que c'est des préparations que Omeka fait pour nous, dans lesquelles on peut choisir si on va cataloguer un texte, si ça va être une vidéo, si ça va être de website, si c'est aussi quelque chose en particulier. Moi, je l'utilise surtout quand j'aimerais garder l'information de la biographie de ce personnage. Je vais vous montrer après comment on peut le voir. Mais en supposant que j'utilise un artiste, je fais les items pour les artistes dans les photos que j'avais, mais aussi j'aimerais raconter un peu la biographie de cet artiste. Je vais utiliser un item type qui s'appelle personne. Et c'est-à-dire que là, je vais avoir comme la date de naissance, la date de mort et une autre chose que c'est vraiment lié à la biographie de cette personne. Ça, c'est une autre chose à l'intérieur de l'item, c'est une autre chose qu'on peut choisir pour faire le catalogage. Et un autre outil super intéressant pour nous, c'est les maps. Les maps, ça nous donne la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cet outil pour marquer dans les maps, dans la cartographie, et c'est quelle la place dans laquelle cet objet ou ce personnage a été catalogué. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et après, on a les simple pages que ça nous va permettre de préparer des choses en spécial pour l'exhibition après de notre recherche. Finalement, je vais vous montrer c'est quelle exhibit ou c'est quelle exposition qu'on peut faire et aussi de quelle façon on les voit en Omeka. Oups, pardon. Et je vais vous montrer aussi c'est quoi cette needline et comment ça fonctionne avec les documents.
Finalement, on a la façon de rentrer à Omeka, comme je vous dis, l'Excel avec beaucoup d'informations. On peut les rentrer de façon vraiment facile. C'est seulement d'aller chercher les files à notre place dans lesquels on a déjà gardé toute l'information en Excel et les monter. Et après, on doit faire comme, de certaines façons, on doit faire comme un mélange entre notre Excel et la façon d'organiser de Omeka. Mais ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'on doit avoir la précision pour préparer l'information. Et les IP, ça nous donne la possibilité aussi, comme je dis, de bouger notre site web dans mon cas, de l'Université d'Ottawa à un site web personnel. En supposant, mais la vérité, c'est qu'on peut transmettre les sites web qu'on a déjà préparés. Des autres outils que vous pouvez voir dans la présentation que je vais faire de mon site web, à la place, mais surtout Omeka, les choses intéressantes, c'est que peut recevoir des autres outils. Moi, j'utilise NVivo pour faire la recherche quantitative. Je travaille avec des catégories et je prépare la catégorisation à l'intérieur de cet outil. Pour la visualisation, j'utilise aussi Power BI qui me donne la possibilité de faire des graphiques interactifs et aussi Excel, comme je dis, c'est la base pour tout ça. J'utilise aussi H5P c'est un outil vraiment intéressant pour certaines visualisations. Je vais vous montrer lesquelles. Et voyant que c'est un autre outil de référence pour faire de l'analyse des fois plus quantitative, mais mélangée avec les qualitatives. Ça pour vous montrer. Et finalement, on va y aller à mon site web. Et le site web n'est pas encore 100% visible pour le public, mais je vais vous laisser rentrer à les coulisses, à l'arrière, plein de mon site pour vous montrer qu'est-ce que ça donne Omeka en action. OK? Je vais arrêter de partager cela pour aller à chercher mon site web. OK. Jonathan, tu peux me dire si on les voit? Oui. OK, parfait. En fait, on voit plutôt, c'est ça, on voit items, collections. Exactement. OK, parfait. Excellent, excellent. Je vais faire une chose un peu, on dirait à l'envers de la façon que tout le monde le fait. L'habitude, on montre les sites web et voilà, c'est magique. Non, mais je vais vous montrer comment j'ai fait la construction de mon site web avec l'aide de Roxane, mais avec beaucoup de travail de ma part pour comprendre le système Omeka et chercher toutes sortes des outils qui me donnent la possibilité à moi de bien représenter la visualisation de les choses que j'aimerais avoir. C'est pour ça que, comme je vais vous montrer, on dirait que dans la présentation générale, je vais vous montrer qu'on commence pour installer le site. Après ça, on va voir des différents outils pour préparer notre site web. Je vais vous montrer de quelle façon j'ai fait la construction. Ici, on a un instant. OK. Et on a aussi la possibilité de choisir les formats des sites web qu'on va avoir. Et ça, c'est quelque chose que c'est super pratique et je vais vous montrer pourquoi. Mais c'est-à-dire qu'on fait l'installation de Omeka, après, on descend les plugins, c'est-à-dire toutes les différentes
partie de Omeka qui va nous donner la possibilité de faire des choses. On a raconté que avoir la possibilité de monter en Excel, c'est super important. C'est pour ça que j'ai ici cette plugin qui me donne la possibilité. Aussi, on doit avoir le Doc Viewer pour placer les PDF. Aussi, l'Exhibit Builder, comme je vous dis, que c'est pour présenter la collection. Pensez que Omeka, c'est comme une sorte, imaginez-vous que vous avez quantité de portraits, de cadres, de différentes peintures, et vous êtes en train de préparer l'exposition. C'est-à-dire que la première partie, les items, c'est comme avoir les portraits. OK? On va voir toutes les portées en main, bien cataloguées. On va savoir c'est qui la personne qui a fait la peinture et tout ça. Et une fois qu'on les sait, on prépare l'exposition. On dit, ah, OK, voilà, les choses que je vais faire, c'est présenter ces portraits de cette façon. Et ça, c'est les choses que, c'est pour ça qu'on utilise l'exhibit, que c'est comme l'exposition, préparer l'exposition. Et la géolocalisation, je vous dis que c'est pour les maps. Et aussi, j'ai des autres quantités de choses, des plugins que j'utilise, mais la base, c'est cela que je vais vous montrer. Et quand on ouvre les items, vous pouvez voir ici, on a une quantité de items. Oui, que c'est, comme je vous dis, c'est des choses que j'ai préparées pour la présentation après de l'exposition. Si on voit ici, on a des photos et on a trois possibilités. C'est la première que c'est ici, c'est aller directement à le site web pour voir de façon publique qu'est-ce que ça donne, c'est là qu'on a fait. Les détails, ça va nous donner les détails à niveau de construction. Edit, c'est pour changer si on a fait des erreurs ou ça n'importe quoi, qu'on voit qu'on peut corriger. C'est ça qu'on va faire. Et delete, c'est pour vraiment l'effacer. Non? Et ici, vous pouvez voir que j'ai un item type, que c'est personne, parce que j'ai aussi la biographie de cette personne. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. OK, tout ça pour comprendre que les items, on va les construire. Oui, c'est-à-dire que si j'aimerais ajouter un item, je vais faire add. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de remplir les titres, les sujets, oui, et la description, etc. Une fois que je finis avec tout ça, je vais faire les admin et comme ça, je vais avoir mon item déjà dans ma liste de items. Comme je rentre une autre fois dans mes items et je vais ouvrir en disant c'est là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. OK. Ici, on voit, ça, c'est les noms de la personne. Ici, c'est le rôle, c'est un mécénas. Ici, c'est la description. Oui. Ici, on peut voir qu'il y a des champs que je n'ai pas remplis. Les formats, c'est photographie. Et c'est ça. Finalement, les choses que je peux faire, c'est les voir de façon dans mon site web. OK? Mais je vais vous montrer après c'est quoi qu'on voit dans les sites web. Mais ça, c'est la construction de l'item. C'est vraiment facile. Ce n'est pas super compliqué pour les items aussi. Excuse-moi. Ici, vous pouvez voir que si j'ouvre une autre fois, c'est là, voilà, de Salvadora. On voit ici, ça c'est les items de base, c'est-à-dire titre, sujet, description. Ici, on a la possibilité de choisir. Dans ce cas, j'ai choisi personne pour dire, OK, c'est quelle la date de naissance, c'est quelle la place de naissance, c'est quelle la date de mort. Et s'il y a des sites web
dans lesquels je peux trouver plus d'informations, je vais les placer aussi. Et des autres détails, pour moi, c'est important de savoir dans quelle partie les mouvements artistiques sont placés, c'est-à-dire que j'utilise aussi d'informations comme qu'est-ce que cette personne fait dans sa vie artistique, en supposant. Ici, on voit le file et c'est là, c'est pour montrer l'image. Oui, c'est-à-dire que je dois choisir ici les images que j'ai déjà préparées et je vais les monter au Maker et comme ça, on peut les voir. Les étiquettes, ça va nous donner la possibilité de faire les liens de tout cet item avec, en supposant avec les personnages ou les artistes ou les personnes importantes avec la œuvre comme telle. Et aussi les maps, comme je dis, c'est pour la géolocalisation. Finalement, on va voir qu'est-ce que ça, c'est l'arrière-plan. On va voir qu'est-ce que ça donne dans le site web. Et tu vas me confirmer, Jonathan, si on voit le site web? Oui, très bien. Excellent, excellent. OK, ça, c'est finalement mon site web. Qu'est-ce qu'on voit ici, le titre? Le mien a son titre un peu en anglais, mais ça va être dans les trois là. Mais pour le système de l'université, s'appelle Art Heritage and Diversity. Ici, je raconte c'est quoi la patrimonialisation. Je raconte mon premier cas qui s'appelle Ejercicio Plástico. C'est un mural à l'Argentine. La peinture murale, c'est vraiment énorme. A suivi un processus un peu long. Ça a été créé en 1933 et dans cela, on peut voir que ça, c'est un item. Comme je vais vous montrer. C'est un item spécial, ça a été fait en H5P qui me donne la possibilité de bouger pour montrer c'est quel l'état de la peinture murale à la création et après sa restauration. Et ici, vous pouvez voir, c'est un peu l'histoire de la recherche que j'ai fait pour cette peinture murale. Ici, on peut voir les schémas, c'est-à-dire de quelle façon a été patrimonialisée cette murale. Et on voit la œuvre, les artistes, aussi les mécénats, la place de création, les manifestes, les journaux de l'époque, de quelle façon a été démontée et transportée la peinture murale, la restauration de la peinture, l'inauguration de la part du gouvernement de l'Argentine et aussi la place actuelle de la peinture comme telle. Une autre chose qu'on peut voir ici, si on rentre, comme je vais vous montrer, les mécénats, ça c'est les items que je vais vous montrer. C'est Salvadora et on peut voir ici, je raconte un peu l'histoire de cette femme et de cet homme qui a donné la place et l'argent pour faire la peinture murale. Mais aussi, si on clique sur l'image de Salvadora, on peut voir l'image de Salvadora et en bas, est-ce qu'on les voit bien, Jonathan? Tu vas me dire. En ce moment, je vois un peu les métadonnées, en fait. Exactement. Voilà. Oui, exactement. Les choses qu'on voit, c'est tout ça qu'on a placé dans les items. Toute l'information qu'on a placée, on l'a ici. On a les titres. Dans ce cas, c'est le nom de la personne. Les sujets pour lesquels je fais le catalogage, c'est parce que c'est les mécénats à Ejercicio Plástico. C'est quoi Ejercicio Plástico? Mais c'est une œuvre monumentale qui a été fait ou créé en 1933 dans la cave de la maison de Salvadora et a été fait pour
4 artistes vraiment reconnus, Siqueiros de Mexico, Bernie Castagnino Spilimbergo de l'Argentine et Lázaro de l'Uruguay. Mais je raconte aussi que ça, c'est des photographies. Et ici, on a l'information de l'item type, c'est-à-dire l'information bibliographique que je vais vous montrer qu'on les prépare après. Okay. Toujours, on a dans chacun de les items la possibilité de l'exporter à les médias sociaux. Et aussi, si on voit dans cela, j'ai fait la remarque j'ai trouvé les manifestos de 1933 et dans cela, on peut voir les manifestos de façon plus grande. On peut les grandir ou les faire plus petites. Et aussi, les choses importantes, c'est qu'on a toutes les... Oups, attends. OK. On a toutes les pages des manifestos. On le voit, la qualité, c'est pas super à niveau des documents, mais la qualité à niveau de l'image, c'est vraiment génial parce qu'on peut voir en détail c'est que les manifestos, c'est quoi que les artistes disent qu'on fait pendant. On peut les grandir, on peut les faire plus petites et ça nous donne la possibilité de voir l'image. Et toujours, on a toute l'information qu'on a placée dans les items et même dans ces cas, j'ai des liens avec l'information plus précise de où j'ai pris cette information. Une autre chose que ça me donne la possibilité de faire, c'est quelque chose qu'on a vu, que j'ai dit que je vais raconter pourquoi je l'utilise, ça s'appelle Needline, et me donne la possibilité de montrer des documents comme cela, de façon interactive, dans la version interactive. Et tu vas me dire, Jonathan, si on voit la lettre plus grande. Oui, je vois le manuscrit. Excellent. Vous pouvez voir ici, j'ai fait l'analyse des manuscrits, j'ai passé l'information de façon pratique pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi qu'elle dit. Et pour moi, les choses les plus importantes, c'est que dans cette lettre de l'époque, a raconté pourquoi a été choisi un des artistes. Aussi, ça donne la possibilité de faire des transcriptions, c'est-à-dire de l'avoir la même information dans 2, 3 ou 4 langues, la quantité que vous aimeriez faire. Et c'est pour ça que j'utilise Needline, parce que j'ai pu analyser des documents, faire les liens entre l'information et les choses que je fais comme recherche. Une autre chose que je trouve que c'est important, déjà pour finir, c'est de quelle façon j'utilise les médias surtout pour faire les côtés graphiques. Et dans cela, on peut voir l'utilisation de Power BI. Power BI, c'est un outil vraiment intéressant à apprendre. Et dans cela, OK, je vais essayer de voir. Voilà. Est-ce qu'on peut voir une sorte voilà. Est-ce qu'on les voit? C'est en première, on a 62 journaux. Une fois qu'on fait clic, on peut les voir par pays. Si on ouvre les pays, on peut voir les noms des journaux. L'analyse que je fais, c'est aussi c'est quoi que dit le journal dans cette époque de l'inauguration. Dans cela, je vois que il y a un de 2008 dans lequel on peut voir aussi la description de le journal, de l'analyse que je fais. Et aussi, on peut voir les mois et les jours.
Comme ça, on peut voir quantité d'analyses qu'on peut faire avec des autres outils de recherche. Et aussi, ça nous donne des possibilités diverses comme cela. Je vais ouvrir un instant. Dans lesquels... OK, parfait. Dans lesquels on a de façon graphique, une autre fois, c'est quel les journaux. Pourquoi c'est important? Parce que une des théories à moi, c'est que dans la construction de cette peinture murale, ça a été en équipe. Mais par contre, après la patrimonialisation, ça a été, la diffusion, ça a été comme si c'est seulement Siqueiros qu'elle a fait. C'est pour ça que je remarque de quelle façon ce discours patrimonial revient toujours dans les journaux et aussi c'est la façon de montrer pourquoi dans mon thesis j'ai dit que finalement la peinture murale c'est comme la peinture murale de Siqueiros. On peut le voir dans les documents, dans les articles les noms qui sortent les plus, c'est Siqueiros et pas les autres artistes comme Berni ou comme Castagnino, qu'on les voit seulement en petite quantité. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que j'analyse les documents, la loi de patrimoine. Et dans celle-là, j'utilise Voyante, que c'est un outil pour faire l'analyse quantitative et qualitative parce qu'on peut choisir les mots, on peut choisir aussi la quantité de fois que ce mot a été représenté dans la loi. Ça, c'est la façon de voir tout le travail qu'on fait pour l'arrière. Et aussi, ça m'a montré à vous la géolocalisation, que cette possibilité dans laquelle je peux ouvrir et je vois une autre fois mon item, mais dans la place où j'ai dans les points dans lesquels j'ai placé mon item. C'est-à-dire dans ces cas, ça a été à l'Uruguay parce que c'est la place dans laquelle le mécénat est né, mais dans les autres, on voit aussi des journaux. Et une autre fois, si je fais clic sur l'image sur la géolocalisation, on peut voir encore les items et toute l'information de l'item qu'on a déjà placé à l'arrière que je vais vous montrer. Ouf, OK, j'ai fini, mais par contre, je reste ouvert à toutes sortes de questions. Je n'ai pas regardé le chat, mais je vois qu'il y a comme des choses, mais j'espère que Jonathan était... Oui, c'était une très belle présentation. Merci beaucoup. Merci, Gabriela.